thermique. Suzanne Deux, si vous voulez bien nous rejoindre, Oscar Hernandez, si vous voulez bien venir vous installer. On a voulu, par rapport à ces questions, avant l'intervention de Suzanne Deux, dont certains connaissent bien entendu l'expertise, pour remonter un petit peu, avoir la perspective nécessaire, puisque Suzanne Deux s'intéresse aux questions de santé-environnement depuis déjà le milieu des années 80. Suzanne Deux, vous êtes docteur en médecine. Il y a déjà pratiquement 20 ans, vous sortiez un livre concernant l'habitat et la santé. Donc c'est quelque chose qui vous a intéressé. Voilà, vous avez été associé à l'université aussi d'Angers sur ces questions, où on a créé une formation pour rendre plus compétents les élèves, les étudiants sur ces questions relatives à la fois à l'habitat mais aussi à la santé. Bref, c'est un sujet qui vous intéresse de longue date. Alors déjà peut-être en réaction avec ce que vous avez entendu ce matin. Oui. Un retour. Voilà, sur déjà quelques remarques concernant les propos. Une remarque à ma voisine, parce que finalement dans son étude, les trois bâtiments existants. C'est pas mon étude, c'est partenarial avec mon groupe partenaire. Dans l'étude que vous avez présentée. Déjà, les trois bâtiments existants, c'était ceux qui avaient la meilleure qualité de l'air. Dans certains cas, oui. Oui. Les autres, c'était tous après travaux. Donc, ça intéresse. Parce que souvent, c'est le problème. C'est que c'est dans les années qui suivent les travaux qu'on a le plus de retours, de problèmes à gérer. Bon, c'est une petite remarque. C'est intéressant parce qu'effectivement, il y a la mise en œuvre de matériaux, il y a peut-être des manquements concernant la ventilation. Puis alors, on va y revenir, je pense, toute la journée, mais décidément, cette question de ventilation, où les bouches sont obstruées, où elles sont non homologuées, où il n'y en a pas. Enfin, on paie un petit peu le tribut des chocs pétroliers des années 70, où on a fait la chasse au gaspillage, sans pédagogie et sans expliquer aux occupants que bien sûr qu'il faut économiser de l'énergie, mais que intrinsèquement il faut qu'on respire dans les bâtiments, donc qu'on y amène de l'air. Et ça, comme on n'a pas passé ce message-là, ça fait 40 ans qu'on défaille sur ce sujet. Et du coup, on a une culture du confinement. Voilà. Dans ce qui est le particulier, en tout cas quand les personnes sont propriétaires, ils passent devant chez le notaire, ils ont le cadastre, ils ont le règlement du quartier, la hauteur des troènes. C'est très important, la hauteur des troènes, mais il n'y a pas l'information sur la qualité de l'air. Par contre, le mode d'emploi de la maison, on ne l'a pas. Non, mais parce que c'est tout des messages qu'il faut faire passer de longue haleine, et puis il n'y a pas que la qualité de l'air, on va voir. Alors, votre idée, c'est de replacer l'humain au milieu du bâtiment. C'est ça, depuis... Au tout début, quand même, on construit une maison, c'est pour abriter les personnes. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment performant, parce qu'on en a parlé depuis ce matin. Et ce mot-là, c'est quoi? Alors bien sûr, on a parlé économe en énergie, ça c'est ce qui vient à l'esprit en premier. On parle maintenant de bas carbone, donc c'est des bâtiments performants aussi. On parle maintenant, alors, énergie positive. La dernière chose, c'est le bâtiment à haute performance énergétique. Vous avez le bâtiment responsable, vous avez le bâtiment passif, vous avez le choix, vous avez du low-tech, vous avez de high-tech, vous avez du connecté, vous avez du frugal, il y a Bornarel qui est par là. Du smart aussi, vous l'avez mis, il y a du smart, c'est important. Oui, bien sûr, intelligence, smart, bon. C'est ça la performance. Est-ce que c'est vraiment ça la performance d'un bâtiment? Alors là, on se dit, la performance, si un bâtiment était performant, quand il répond d'abord à sa fonction essentielle, vous l'avez dit, c'est d'être un abri pour l'homme, c'est-à-dire c'est un espace de vie, il devrait d'abord, la première, il est performant, et c'est bien, j'étais contente quand même qu'on prenne bâtiment performant et qualité de l'air, plutôt que bâtiment économe en énergie, parce on réduirait vraiment le débat, mais un bâtiment performant, c'est celui qui va d'abord être un espace de vie, bon pour l'homme, c'est-à-dire qui va alors répondre à ses besoins, parce que ça, j'ai entendu déjà plusieurs fois, et ça c'est redondant, on s'occupe de leur comportement. Mais attendez, les comportements, ils sont souvent fonction des besoins. Et on ne s'occupe pas des besoins des gens. On veut qu'ils fonctionnent comme on va leur demander d'être dans un bâtiment. C'est pas tout à fait. Bon, bien sûr qu'il faut de l'éducation, il y a des messages à faire passer, mais d'abord, il faudrait s'occuper de leurs besoins. Par exemple, la température. Vous avez dit 22 degrés, que c'était un air c'était chaud. Là, je pense que non, parce qu'on est avec cette dogme de 79, du 19 degrés. 19 degrés, c'est pas du tout une température pour les besoins de l'homme.
Mais ça a été une température choisie énergétique et qui sert à faire mouliner tous les logiciels de simulation. Ben, c'est pas faux, c'est pas bon, parce que les gens, ils ont besoin de 20, 21. Effectivement, 22, ça commence, mais les enfants dans les crèches, c'est 22. Hein. Voilà. Donc, je veux dire que, déjà, il faut commencer à savoir quels sont les besoins. Et à ce moment-là, si on satisfait un peu leurs besoins, ils vont être bien. Il faudrait qu'ils soient bien quand même dans les bâtiments. Parce qu'à ce moment, on leur donne tout un tas de technologies, ils savent même pas s'en servir, on leur explique même pas, et ça sert à rien. Voilà. Bon, alors du coup, j'ai envie de dire que parce que à créer des labels, pourquoi on ne créerait pas aussi le bâtiment à haute qualité de vie, hein, n'ayons pas peur, et puis on met le bonhomme comme les statues de Plaza en haut d'un pylône. Bon, alors. Pour ce bien-être, puisque la santé, c'est être bien. C'est être bien sur le plan physique, donc on a parlé de l'air par exemple, sur le plan psychique, parce que ça on l'oublie, hein, il y a aussi, vous allez voir, des paramètres qui sont importants sur ce plan-là, et sur le plan social, c'est-à-dire que dans un bâtiment on est fait pour vivre ensemble, et dans ce vivre ensemble, puisqu'on nous parle beaucoup, le bâtiment doit pouvoir le faciliter. C'est le cas des open space. Les open space, les gens ils sont pas bien parce qu'ils sont un peu en promiscuité, ils ont un problème de relations sociales. Alors, tous les paramètres, alors on a déjà beaucoup parlé, bien sûr, du dernier, la qualité de l'air, mais je pense qu'il faut garder tout le temps, avoir une vue globale, parce que bon, c'est la grande découverte du XXIe siècle, on respire dans les bâtiments. Ça, c'est magnifique. On le savait pas. Bon. Maintenant, donc, d'accord. Alors, maintenant, on s'occupe de la qualité de l'air intérieur. C'est très bien. Mais quand même, il faut, attention. Alors, déjà, ça a été pas mal évoqué. Les interactions avec l'acoustique. La lumière, j'ai pas trop entendu. Pas trop entendu de la lumière. Et on peut avoir un bâtiment performant. Vous avez qu'à le murer, il sera performant sur le plan énergétique. Hein. Bon. Donc, l'hygrométrie. On en a parlé et Michael a bien fait remarquer que dans leur étude, ils ont vu augmenter l'hygrométrie et ça c'est un sujet, puisque bien sûr s'il n'y a pas de renouvellement d'air et si l'enveloppe est étanche, on a des augmentations d'hygrométrie. On les a déjà sur le chantier, on les a déjà en phase de chantier et on a des difficultés au séchage des supports. Et si on met des matériaux sur ces supports, eh ben on va avoir des réactions, d'interaction entre l'eau qui est dans ces supports et les matériaux pendant des années. Et ça se termine par, on est obligé d'enlever les revêtements de sol 3 ans après. Donc là, c'est une conséquence importante qu'il faut analyser. La lumière, alors là franchement, moi j'aime pas tellement le mot confort visuel, parce que la lumière ne sert pas qu'à voir dans le bâtiment. La lumière synchronise nos rythmes biologiques, donc la lumière, elle est essentielle pour tout notre fonctionnement hormonal. Donc limiter la lumière, et on a des locaux où les gens n'ont pas assez de lumière naturelle. Nous sommes en carence de lumière naturelle, puisqu'on vit beaucoup dedans, et souvent dans des espaces avec très peu de lumière. Bon, l'éclairage artificiel, je vais pas tout traiter là, je vous rassure. L'acoustique, on en a déjà parlé, ce n'est pas que du confort. Tout ce qui nous arrive par les sens retentit sur notre système neurovégétatif, c'est-à-dire notre pilote automatique de l'organisme. Donc ça veut dire, ça retentit sur le fonctionnement cardiovasculaire. On a une relation hypertension artérielle lors d'expositions prolongées à des bruits nocturnes. Donc ce n'est pas que du confort. Voilà. Et donc après, je vous ai mis quand même d'autres points qu'il ne faudrait pas oublier. Alors je pense qu'il y a des archives dans la salle, je pense que la qualité esthétique, elle pourrait quand même être prise en compte, parce que si on fait des boîtes, c'est sûr que on va pas être très très bien. La qualité des espaces, le volume, on n'est pas fait pour vivre, on nous compte que des mètres carrés. On a l'impression qu'on vivra du sol. Non, nous, il nous faut de volume. Et ça, c'est sûr que c'est un souci. La qualité d'accueil et d'usage, on a parlé des usages, et je crois que ça, il faut en reparler. On a évoqué déjà l'environnement électromagnétique. Et on n'a pas pris la qualité de l'eau parce que c'est finalement, on est très content, étant donné qu'on a de l'eau potable à la distribution, c'est sûr que les gens ont de l'eau potable au robinet. C'est pas si évident que ça des fois. Voilà. Alors, donc, si on veut que le bâtiment soit performant, il faudrait qu'il réponde à tous ces paramètres. Gardons que la qualité de l'air puisque c'est le sujet de la journée. Alors là, bon, il faut qu'on ait des bâtiments performants et à haute qualité de l'air aussi, puisque tout doit être à haute. Allons-y. Là, j'ai mis les 7 molécules. Il y en a bien 7 ou il y en a 9 K,
9. Les 9 substances qui ont des valeurs guides, c'est-à-dire l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a fixé des valeurs en dessous desquelles, théoriquement, on ne devrait pas avoir de problèmes sanitaires. Donc vous les avez là, certains ont été évoqués. Bien sûr, il y a le monoxyde de carbone qui quand même tue toujours, le formaldéhyde. Alors je ne sais pas comment on peut montrer là. Oui, le formaldéhyde, là voilà la star, dont on parle beaucoup. Léger, vous voyez. Bon, c'est assez beau quand même. La chimie, sauf cela, là on se demande des petits toutous, là, la chroléine, l'acétaldéhyde aussi, c'est pas très très beau. Mais après, bon, le triclo non plus. Mais vous voyez, le tétrachloréthylène, le nettoyage à sec, c'est assez beau. Le benzène a une certaine symétrie. Le dioxyde d'azote, voilà. Ceux-là, bien sûr, ils ont des valeurs guides parce que on a des problèmes sanitaires, ça a été déjà évoqué. Alors, voyons, attendez. Voilà. Alors, je pense que depuis longtemps, vous avez cité mon antériorité, ça rajeunit pas, mais bon, il faut assumer. C'est vrai que depuis le siècle dernier, j'intègre des équipes de maîtrise d'ouvrage pour tout au long du projet, faire passer la santé. Là, je n'ai mis que la qualité de l'air intérieur, mais la santé en général. Alors, avec plus ou moins de succès, parce qu'il faut faire des compromis, et puis vous avez beau avoir de très bonnes idées, après, combien ça coûte? Bon, donc, on connaît les limites. Alors, ça va être repris cet après-midi, ceci, donc c'est simplement pour dire que il faut commencer à la programmation, parce qu'il faut que le maître d'ouvrage dise bien ce qu'il veut. Et donc là, il faut bien analyser les contraintes du site, parce que ça va retentir sur la qualité de l'air intérieur, définir les objectifs que l'on veut. Ensuite, nous procédons à une analyse de qualité santé de toutes les pièces écrites, des plans, parce qu'on trouve des éléments qui peuvent retentir sur la santé. Il y a la phase de chantier parce que nous on voit maintenant depuis plusieurs années des problèmes 1 an, 2 ans après. C'est pour ça que quand vous demandiez vos mesures, c'était avec des qualités d'air, surtout après travaux. Et c'était dans la phase où justement on était avec les séchages de support, avec certains produits qui émettent récemment. Et ben avec les phases de chantier, on s'aperçoit, et on a eu de gros soucis avec des procès, avec défoncer tout un sol, parce que par exemple un carrelage, vous pensez que c'est pas émissif. Mais c'est les produits de pose de ce carrelage qui peuvent émettre pendant 3 ans et qui, s'ils sont en phase de solvant, ont exposé par exemple dans un collège, pas très loin, pas dans votre région, je vous rassure, ont exposé pendant 3 ans des gens à de l'éthylbenzène, triméthylbenzène, des hydrocarbures aromatiques, parce que le primaire qui avait été mis était en phase de solvant alors qu'il aurait dû être en phase aqueuse. Vous voyez, donc c'est quand même des choses importantes. Et ça, c'est parce que sur le chantier, le gars, il avait fait l'étanchéité de la toiture végétalisée, et le même primaire d'étanchéité sur la toiture, il l'a mis pareil dans la cuisine collective pour faire l'étanchéité du sol. Bon. Donc c'est pour dire que cette phase-là est importante. Ensuite, des campagnes de mesure de qualité d'air à réception, mais déjà, on en a parlé, donc c'est bien parce que maintenant, ça devient quelque chose qui rentre dans les opérations. Alors, maintenant, on va essayer de voir comment il faut qu'on couple, parce que bon, en fait, finalement, quand on entend bâtiment performant, c'est bâtiment économe en énergie. Bon, encore, c'est pas bâtiment à bas carbone, donc c'est surtout économie d'énergie. Alors, je pense que là, chaque fois dans tous les projets, il faut s'interroger sur 4 points. On l'a déjà dit, on reprend les choses. On réduit les sources de pollution, donc c'est-à-dire qu'on va essayer de chercher qu'est-ce qu'on peut diminuer, qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc là, polluant polluant extérieur, c'est très important parce que on va s'en rendre compte. Je crois que vous avez dit, oui, vous avez mesuré les particules et vous aviez un taux particulaire qui était important à l'intérieur et à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il y avait comme système de ventilation? Vous savez plus? Bon, c'est pas grave. Mais c'est pour vous dire que, voilà. Mais ça, non, est-ce que vous aviez des doubles flux, là, ou pas? Il y a dans certains cas, oui. Et là, est-ce qu'il y en avait une dans ce cas-là? Voilà. Ça aurait été intéressant, parce que, franchement, là, on suit différents bâtiments, et quand on est en zone urbaine, quand même, l'impact particules et NO2,
NO2, donc le diesel, quand même, on peut le dire. Le dioxyde d'azote. Non, mais les NO2, c'est qu'on a quand même beaucoup dans les carburants. Hein? C'est des polluants quand même beaucoup liés à la circulation automobile. Ah oui, c'est un traceur. C'est un traceur de la circulation. En France, les champions mondiaux du diesel, je préfère quand même le dire, parce que ça disparaît des fois des présentations, on ne l'avait pas cité. Non, mais le NO2, c'est un traceur de la circulation automobile, et on a les concentrations identiques à l'intérieur et à l'extérieur. C'est quand même un polluant oxydant qui augmente les réactions allergiques. On peut pas, et vous avez vu la population allergique que tu as citée, Souad. Avec les voies respiratoires aussi. Bien sûr, oui, c'est un irritant des voies respiratoires. Donc, on limite les sources de pollution extérieures, intérieures, on en a déjà parlé. On maîtrise l'hygrométrie, parce que c'est un sujet encore plus important. Et, bien sûr, on assure un renouvellement d'air adapté. Alors, vous direz, c'est facile, ça y est, on a la recette, il y a qu'à. Bon, c'est pas si simple que ça. Alors, pour les sources de pollution intérieure, il ne faut pas oublier les sources de combustion. On a beaucoup parlé de matériaux, de produits d'entretien, de produits d'ambiance. Eh bien, les sources de combustion, dans ces cas-là, ça prend des proportions importantes. Je vous montrerai un cas. Donc, les sources de combustion, c'est tout ce qui brûle. Bien sûr que l'encens brûle. Bien sûr que la cigarette, la fumée de tabac, c'est une source de combustion, mais aussi, bien sûr, les moyens de chauffage. Les produits de construction et finition, et on va en reparler ce soir, donc je vais aller assez vite. Bon, les occupants, on ne peut pas les supprimer, mais c'est sûr que ce sont des sources de pollution. C'est sûr qu'on ne va pas les empêcher de respirer. Donc là, on est un peu limité. Donc, ils produisent du CO2, comme vous en ce moment. À combien on est maintenant? Alors, 1400. 1400 ici. On était parti à 500 ppm, on est à 1700 là-bas. Voilà. Ah oui, en plus. Et oui, vous voyez comme quoi il faut s'avancer. On est quand même un peu mieux devant. Bon. Et ensuite, les équipements. Alors, c'est curieux de dire que je mets dans les sources de pollution les équipements. Ça paraît un peu bizarre de mettre la ventilation dans les équipements qui polluent. Ben oui. Un équipement qui n'est pas entretenu, il pollue. Un filtre qui n'est pas changé, il va être lui-même source de pollution. Donc il faut quand même aussi l'intégrer. L'ameublement, alors là c'est un sujet, je pense, qui avance, puisque l'ANSES a publié en 2015 première étude de proposition des substances à retenir pour l'étiquetage des matériaux. Alors tenez-vous bien, vous avez 661 substances qui sortent des meubles, donc c'est bien, et dont 31 cancérogènes. Donc avec ça, vous n'avez plus envie que de verre et de métal, parce que après ça c'est le moins émissif. Bon. Et ensuite, alors le nettoyage et la maintenance, c'est vrai que maintenant nettoyer pollue, donc ça devient quelque chose, un paradoxe, mais on a vu que les produits d'entretien peuvent être parfumés, et sont toujours parfumés, avec du limonène, et on en a pas mal. Alors, ça c'était une présentation générale. Comme quand même il y a plein de choses qui se disent aujourd'hui, je vais retenir que quelques points clés. Bien sûr, c'est pas toute la solution. Alors je vais retenir la problématique de l'air extérieur, le sol, puisque ici vous avez déjà beaucoup parlé de radon. Bon, simplement, vous en savez déjà assez, mais je vais vous donner un exemple. Et puis, les sources de combustion intérieure et le chauffage bois. J'ai rien contre le chauffage bois, rien, j'en ai un, mais je crois qu'il y a des règles d'utilisation qui deviennent importantes. Alors ça, c'est sûr qu'il y a de la pédagogie à faire passer aux gens. Mais même aux vendeurs des équipements, je vais vous raconter des expériences. Quelques règles peut-être, Suzanne Deux, vous le direz peut-être tout à l'heure. Vous le direz, d'accord. Oui, non, c'est important. Ça peut concerner beaucoup de bâtiments à haute performance où on a mis des bien sûr, mais vous allez en voir un, il est pas mal. C'est haute performance pour aussi la pollution de l'air. Bon, et ensuite le renouvellement d'air, bien sûr. Bon, alors on va garder que quelques points. Bon, pour le radon, vous savez déjà assez de choses, mais quand même, c'est bien un polluant dont les concentrations ont été fortement augmentées depuis les chocs pétroliers. Mettons-nous à l'idée qu'en ce moment, on risque, si on ne fait pas attention, de prolonger ce qu'on a déjà fait dans les années 70, enfin début 80, puisque sur le pétrolier 74-79. Donc c'est sûr que le radon a émergé surtout parce que dans les maisons bretonnes, quand le radon rentrait, qui ressortait par tous les espaces sous les portes, les manques d'étanchéité des huisseries, c'est vrai que les concentrations n'étaient pas les mêmes que maintenant. Donc le radon, il y a bien sûr, on augmente l'étanchéité à l'air de l'enveloppe, mais pas de l'interface, parce que ça, on n'a pas pensé à traiter l'interface. On a utilisé des techniques, par exemple, comme les puits canadiens,
dans des sols, même s'ils ne sont pas chargés en radon, vont augmenter le taux de radon. Si c'est mal fait, c'est toujours pareil. Hein. C'est pas la technique en elle-même, c'est la mise en œuvre. Et comme souvent la mise en œuvre, ça laisse un peu à désirer. On a dans la Drôme, on a eu un puits canadien avec 360 becquerels, alors que la Drôme, c'est un département à 26 becquerels par mètre cube moyenne départementale. On en a eu 369 dans un bâtiment HQE, bien sûr, avec double flux qui baladait partout, le radon pompé dans le puits canadien complètement, qui n'était pas étanche du tout. Bon, alors le radon, vous savez que maintenant, il faut se baser sur le potentiel radon des communes, hein, puisque on avait la carte des départements, mais c'est insuffisant parce que le radon ne s'arrête pas aux frontières décidées par Napoléon, donc il y a un petit peu de radon qui est à côté. Donc maintenant c'est très bien, on va sur le site, on tape sur Google potentiel radon de ma commune et on arrive sur cette carte, on n'a plus qu'à rentrer sa commune et on a cette carte. Donc j'ai pris celle de Dijon, hein, comme vous avez dit, mais ça, la région, vous connaissez assez bien le problème. Donc je passe. C'est sûr que c'est le polluant dont on a les conséquences sanitaires les plus fortes. On n'a pas les COV, ça nous fait pas autant de morts. Là, on le sait. On a assez d'études, et là c'est le dernier chiffre communiqué par l'ANSES dans l'évaluation sur les coûts socio-économiques, 2388, c'est vachement précis. Bon, on dit en moyenne 2000 cancers du poumon attribuables en France par an. Hein. Bon, c'est autant que le tabagisme passif. On n'a pas pris les mêmes réglementations, tabagisme passif et radon. Alors, les solutions, vous les avez évoquées, je ne vais pas. Il faut empêcher que le radon rentre, et s'il est rentré, il faut le faire sortir. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'il faut traiter l'interface, peut-être faire une ventilation sous la dalle, c'est-à-dire que le vide sanitaire mérite bien son nom, il sert à évacuer le radon. Bon, et ensuite, on l'évacue par la ventilation. Et vous allez voir, je vais vous montrer un exemple où peut-être une mise en surpression est intéressante. Alors, je vous prends un exemple. C'est une école record. Alors, je ne sais pas s'il est dans la région. Si vous avez une qui bat ce record, vous me dites. Hein, parce qu'on va faire un concours. Alors, ça, je suis du Sud, donc quand même, j'en ai marre qu'on parle que de la Bretagne ou de l'Auvergne. Voyons dans les Pyrénées, on est gâtés. Bon, alors donc dans les Pyrénées, on a dans l'Ariège, en plus une faille géologique qui s'appelle la faille de Mérins. Et s'il n'y avait pas eu de radon là, elle est connue de tous les géologues. C'est que vraiment, on n'était pas bon. Alors, c'est une école, 1830, construite en granit, sur un sol granit, pas d'interface bien sûr, et bien sûr que les chocs pétroliers sont arrivés, et monsieur le maire a dit, attendez, moi j'en ai marre de chauffer cette école, donc je vais faire des travaux. Donc c'est des travaux qui datent quand même des années 80. Hein, c'est-à-dire, je change les fenêtres, mais surtout je mets pas d'entrée d'air. Hein, je fais un doublage, parce que mes murs ils sont un peu irréguliers, allez je te bouche ça, je te fais un doublage intérieur, donc isolation par l'intérieur. Une salle de classe des années 1830, la caractéristique c'est d'avoir de la hauteur sous plafond. Ils n'ont pas besoin de temps d'air pour respirer, ces petits. Je te baisse le plafond, ça fera ça de moins à chauffer. Et donc, je fais un double plafond, un faux plafond. Et je fais un petit sas d'entrée, parce que manière là, pour qu'on ne rentre pas directement. Parfait. Après, il y a la campagne où les mesures étaient obligatoires dans les départements à risque, dont l'Ariège. Et donc, l'ADAS y va. Et en 2001, se pointe, met des dosimètres. Et qu'est-ce qu'elle trouve ? 5200 becquerels par mètre cube au rez-de-chaussée et 6921 à l'étage. Alors là, bon, donc on s'est trompé, on recommence les mesures parce que c'est pas possible. Donc on dit, on a eu un petit problème, on revient, on va mettre des petits dosimètres. Bon, là quand c'est avec ces teneurs-là, on n'a pas besoin de les laisser 2 mois, avec 15 jours ça suffit. Les résultats ont été validés. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, alors là, on a eu une très belle équipe de bureaux d'études géologiques équipés de sondes de Barasol, que vous voyez là, ça, pour chercher d'où venait le radon. Le premier test, c'est de faire un pompage thermique, c'est-à-dire de chauffer le local, et de voir comment évoluent les concentrations en fonction de la température, pour voir s'il y a une convection thermique. Et là, rapide, le radon arrivait en concentration élevée. Alors,
Si on chauffe et que ça vienne du sol, quand même, entre le carrelage, la dalle, ça passe pas aussi vite. Donc il y avait un stock de radon qui était disponible et qui ne demandait qu'à venir au moment du chauffage. Donc il a bien pensé que ça se trouvait dans le doublage. Donc il a mesuré dans le doublage, et dans le doublage, plus de 10 000 becquerels. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'était que le radon était stocké dans ce doublage, qui était en contact, lui, avec le sol. Il était en contact avec le sol. Ce doublage, lui, était totalement étanche. C'était pas quand même impeccable. Donc, dès qu'il chauffait, ça passait dans l'air des locales. Et surtout, il communiquait avec ce fameux faux plafond, dont le plénum était un tapis de radon, sur lequel l'enseignante qui avait son logement de fonction était. Et donc c'est pour ça, ça a expliqué les hauteurs, la valeur élevée à l'étage, qui était absolument anormale. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors là, bien sûr, le truc, on casse tout, parce que bien sûr, puisque c'est dans le doublage, bon, on n'a qu'à le casser, puis tout va bien. Bon, il servait à quelque chose quand même, c'est un peu ce doublage, c'est un petit peu délicat. Donc l'option retenue a été, et moins coûteuse, et certainement plus efficace, c'est de mettre une ventilation double flux, mais de faire une légère surpression, simplement 3 pascal, pour ne plus attirer le radon, mais le repousser. Et ça a été particulièrement efficace, puisque on a fait un suivi pendant 15 jours, avec toujours pareil un son de Barasol, et on voit qu'on est à peu près à des valeurs moyennes de 250 becquerels par mètre cube. On n'est pas arrivé à la valeur OMS 100. Hein. Enfin, on est conforme à la réglementation française de 400, donc tout va bien. Par contre, Monsieur le maire a eu une idée géniale, il ne nous a pas prévenu, mais comme il était obsédé, encore, c'est pas le même maire, mais ils sont tous obsédés par la même chose. C'est-à-dire que entre le maire de 1980 et le maire de 2000, c'était pareil. Il nous a arrêté la ventilation, bien sûr, pendant les mesures. Il nous l'a pas dit. C'était très bien. On a dit, regardez, monsieur le maire, comme ça marche bien, parce que quand vous l'arrêtez, ça fait 3300 becquerels. Voilà. Donc, voilà, vous expliquer que c'est quand même, vous voyez, il y a un lien quand même très fort avec les économies d'énergie. Voilà. Alors, ça, passons sur ce volet que vous connaissez. Sur la pollution atmosphérique et l'air intérieur. Là, franchement, maintenant, après avoir travaillé sur toutes les sources de pollution intérieure, et bien maintenant, on se dit, on a un peu les bras ballants quand il faut s'occuper de l'influence de l'air extérieur sur l'air intérieur. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? Et pourtant, on se trouve avec des expositions. Alors, je ne vais pas faire long, mais on peut s'interroger sur quelque chose qui a un lien avec l'énergie, c'est la filtration de l'air qui rentre. Bien sûr qu'il y a un lien avec l'énergie, parce que vous allez me dire, il va y avoir les énergéticiens qui vont me dire, les thermiciens, ouais, les pertes de charge, tu me fais consommer, et puis il va falloir le changer, ce filtre, ouais. Alors c'est vrai que c'est un dilemme, parce que c'est pas aussi simple que ça, mais quand même il y a de quoi s'interroger, en tout cas de quoi réfléchir. Je dis pas que la solution c'est automatiquement de mettre des filtrations partout, mais quand même il y a des cas où on peut s'interroger. Parce que ça c'est Air Paris. Alors bien sûr, ça c'est autour de, c'est autour du boulevard de Gentilly périphérique. Bon, c'est à peu près des distances qui sont données, c'est à peu près ce qui est retenu. En ce moment, on ne s'occupe que de la filtration particulière, et ce qui est bien. Nous, on a quand même testé des bâtiments avec des ventilations double flux, avec des filtres qui sont bien changés, on a quand même un abattement. Bon, on pourra m'expliquer qu'aussi il y a d'autres raisons d'abattement des particules, puisqu'elles peuvent précipiter, ça on peut en discuter. Mais enfin, bon, on a quand même des résultats. Par contre, on est très embêté avec le NO2, le benzène aussi, mais surtout le NO2, parce que avec le NO2, par exemple en région parisienne, enfin dans Paris et banlieue, on a les mêmes concentrations extérieures et intérieures qui dépassent la valeur guide qu'a fixé l'ANSES. L'ANSES a fixé 20 microgrammes par mètre cube. On est 30, 40, facilement. Bon, quand on est au 9e étage, on a un tout petit peu moins parce qu'il y a un peu de dilution, mais voilà. Donc, on a à s'interroger. Les industriels ont des moyens, bien sûr, après, comment on les utilise, je ne suis pas ingénieur, mais il y a des filtres moléculaires, c'est-à-dire à charbon actif, et il y a des filtres maintenant, et même sur des petits équipements, il y a des industriels qui proposent des filtres mixtes, combinés. En tout cas, on peut réfléchir. Voilà.
Bon, ça je parle parce que pour les particules fines, en ce moment au niveau réglementation française, on n'est qu'avec le G4. Alors là, le G4, c'est vraiment fait pas grand-chose. Hein. Donc les PM2,5, on filtre pas. Donc ça c'est illusoire. Donc je passe parce que quand même le temps passe. Les produits de construction. Alors, on a parlé de matériaux biosourcés ce matin. Je pense qu'il faudra aussi mettre dans la réflexion les matériaux issus du recyclage. Parce que ceux-là, pour l'instant, tranquille. Sauf que, pour certains paramètres, voilà, par exemple, parce que si on veut, parce que c'est bien gentil de s'occuper, les produits de construction et santé, les résumer au COV. Il n'y a pas que les COV, il y a aussi les composés non organiques. On a eu l'aventure ammoniac. Hein, l'aventure ammoniac avec des sels d'ammonium qui, avec hydrolyse, on fait de l'ammoniac. L'ammoniac est même aussi un gaz irritant. Donc, pour évaluer produits de construction et santé, il faut envisager bien ces paramètres et dans les matériaux issus du recyclage, on peut avoir des augmentations de radioactivité si on est dans du minéral. Et il faut quand même... Alors, je dis pas que tous les matériaux issus du recyclage posent problème, pas du tout, mais il faut évaluer cas par cas, filière par filière. Et ça va être aussi un sujet qui me taquine depuis un moment, mais on n'a pas beaucoup de réponses, donc je ne vais pas vous en donner. Bon, donc on a parlé déjà des moisissures, fibres et particules. On a déjà quand même pas mal travaillé sur la problématique sanitaire des fibres, laine de verre, laine de roche, on pourra en parler, mais les particules, un souci aussi, mais les particules issues des produits de construction, on s'en occupe qu'en milieu hospitalier, c'est tout. Hein. C'est-à-dire, c'est en salle opératoire, là on veut pas qu'il y ait, mais après le reste, les autres, c'est pas grave. Hein. Bon. Bien. Venons-en à ces produits de combustion. Je fais un peu vite, hein, parce que j'ai vu que le maître du temps me rappelle à l'ordre. Donc, pour les combustions. Alors là, je vais quand même... Bien. Et vous pose à la fois des questions, parce que c'est intéressant de voir ce qui se passe avec les... Parlons... Comme chauffage de combustion catastrophique, il y a déjà le poêle à pétrole. Donc ça, le poêle à pétrole, c'est déjà la cata. 1 litre de combustible fait 1 litre de vapeur d'eau, donc c'est sûr que moisissure assurée 3 semaines après, hein, ça c'est sûr. Bon, mais ça c'est pas un chauffage que vous allez prescrire dans des bâtiments performants. Donc je l'écarte, mais en fait c'est quand même un réel problème sanitaire. Par contre, le chauffage bois. Par exemple, on travaille pour la campagne Habiter mieux de l'ANA, et là, le point fort, c'est le changement d'énergie. D'accord, le changement d'énergie, ok. Et je mets un petit poêle bois, bon, ok. Alors, s'il est bien installé, ça, pas de souci, mais sinon, vous allez voir les problèmes. Alors, le problème, c'est que le bâtiment est étanche, il faut que le poêle le soit aussi, hein, et qu'il la garde, cette étanchéité, et qu'il soit surtout alimenté avec de l'air extérieur propre et qui ne fonctionne pas avec l'air du bâtiment. Parce que là, alors, on a des mouvements aéroliques, alors lui, il va pouvoir tout nous expliquer, où, bien sûr, on a un inversement des mouvements et c'est un problème. Alors, donc, ça c'est important. En ce moment, il y a le label Flamme Verte 7 étoiles, qui est bien, mais c'est le label qui est donné à l'appareil, mais pas au système d'installation. Donc il faut quand même qu'il soit 7 étoiles parce qu'il diminue énormément les consommations. Ok. Sauf que il faut absolument qu'on apporte de l'air. Et là, c'est là que le problème se pose. Parce que soit vous apportez de l'air en traversant le mur, donc vous faites un trou, donc il va bien falloir faire quelque chose, hein, soit vous n'en mettez pas. Et là, quand vous voyez dans le grand public, vous allez dans les grandes surfaces de bricolage, vous demandez un poêle à bois, et bien sur 12, vous en avez un où il est possible de faire un raccordement à l'air extérieur. Je parle pour le grand public. Et là, par exemple, moi, je suis interrogé sans cesse en ce moment, et alors, mais moi, je veux ce design, je veux qu'il soit comme ça, en plein milieu de la pièce. Ah ouais, c'est sûr que pour faire passer un tuyau et arriver au mur, ils apprécient pas tellement ma technique. Donc, du coup, alors, quand même, il y a quelque chose, alors, j'ai pas encore assez de recul, mais là, ça fait plusieurs projets où on y travaille, c'est ces fameux conduit. Bon, alors, Poujou, là, c'est le seul qui le fait, donc autant le citer. Hein, vous y allez direct. Et ils font, alors ils disent même à triple paroi, parce qu'en fait, ils comptent l'isolant du milieu. C'est-à-dire que, en fait, il y a 2 conduits. Hein, il y a le conduit d'évacuation des fumées
Et après, c'est comme les chaudières étanches, hein, c'est pareil. Et vous avez le conduit d'apport d'air. Mais encore faut-il que votre poêle soit compatible avec ce genre d'équipement. Et donc là, c'est là qu'on a pas mal de réflexions en ce moment pour pouvoir résoudre ce problème. Voilà. Et il ne sera résolu que comme ça. Alors, pour vous expliquer, une maison BBC, puisque Michael a présenté des maisons performantes d'énergie, ça c'est la campagne Via Qualité, je vous en parlerai un tout petit peu. La campagne Via Qualité, c'est une campagne aussi où c'est une démarche qualité pour la ventilation, parce que vous avez compris depuis ce matin que la ventilation est un problème, hein, pour la ventilation, mais en maison individuelle, parce que c'est là que c'est le pire. Hein, c'est-à-dire que en logement collectif encore, bon, mais en maison individuelle, alors là c'est encore mieux, hein, au niveau du taux de non-conformité, le CEREMA est arrivé à plus de 65% de taux de non-conformité à réception. Bon, donc une démarche qualité pour la ventilation et pour la qualité de l'air. Donc on a sélectionné 20 maisons aussi, c'était volontaire. Hein, et là même nous, on n'est vraiment pas conforme. Enfin, on reproduit pas le marché puisqu'on a pris davantage de ventilation double flux que simple flux. Or en maison individuelle, il y a encore beaucoup plus de simple flux que de double flux. Mais on l'a fait exprès parce qu'on n'avait pas assez de données sur les doubles flux. Là, c'était en plus la maison de médecin que j'étais obligé d'avertir un dimanche soir. Quand j'ai vu arriver, parce que les résultats m'étaient arrivés le vendredi, et que le temps que je les regarde, dimanche en fin de journée, je vois 30 ppm de CO. J'ai dit, attendez, mais qu'est-ce que vous faites avec votre poêle? Et puis on voyait très bien. Ça commençait à 7h30 du matin. Alors je dis, bon, les médecins, ils s'en vont, on risque rien. Et après, ça montait. Bon, il y a une petite baisse, mais qui n'était pas suffisante pour revenir à zéro. Alors là, il avait fait assez beau pendant cette semaine de mesure, sauf justement les 2 jours là où ça a bien marché. Et qu'est-ce qu'il faisait le monsieur? Alors son poêle était bien, là on le voit pas dans le dessin, mais il est bien raccordé à l'extérieur. Là on a le raccordement à l'extérieur, donc on n'a pas pu donner cette raison. Le raccordement était pas trop mauvais. Bon, j'ai dit, mais quand même, vous voyez pas un petit peu de fumée quand même? Vous voyez pas quelque chose quand il y a du soleil? Enfin, eh bien si, effectivement. Mais j'ai dit, où? Il m'a dit, près de la porte. Ah! Alors, en fait, le joint d'étanchéité n'avait pas été changé depuis 3 ans, puisqu'on ne l'avait jamais dit. Hein. Et donc, il avait, comme vous avez vu les performances au niveau ventilation, il avait moins de 80% des débits réglementaires, donc il était complètement confiné, donc il est évident que ça rentrait, etc. Et en plus, le fabricant lui disait, vous pouvez le faire fonctionner au ralenti, ça aussi c'est le top. Le matin, il bourrait bien son poêle, maxi, il allumait, et il partait. Bah, bien sûr, si vous mettez au ralenti au moment où on allume le feu, c'est sûr que la combustion se fait mal et que vous avez plein de polluants. Qu'est-ce qu'on avait? On avait 22 microgrammes de benzène au salon et à l'étage, de benzène. Et on avait, alors les particules, si je ne les ai pas mises là-dessus, ah oui, il y a des trucs qui ont chassé, mais surtout, on a eu le CO quand même. Hein, voilà, alors c'est pour vous dire que, alors il s'était équipé d'un détecteur CO depuis, il a fait changer son joint d'étanchéité, et il a été quand même alerté, et du coup en tant que médecin quand même, il m'a dit, c'est bien que j'essuie les plâtres, je pourrais quand même peut-être donner des infos à mes patients. Parce que, voilà. Bon, alors là maintenant le renouvellement d'air, comme il va en parler beaucoup, je vais aller très vite pour vous dire tous les avantages de renouveler l'air. Hein. Faudrait pas oublier que ça diminue la contagiosité des maladies infectieuses. Hein. Bon, ça je passe, vous le voyez. Que la réglementation est ancienne, ça a été déjà dit, donc ça c'est un classique. J'ai mis 78 parce que quand même les écoles c'est encore plus loin, hein, c'est 78. Le règlement sanitaire départemental c'est un peu plus loin encore. Bon, vous voyez, il y a le gâteau d'anniversaire. Hein. Bon, alors c'est vrai que les occupants sont toujours considérés comme les seuls pollueurs, c'est-à-dire qu'on ne considère pas dans ces débits les émissions qui sont liées aux surfaces. On ne les intègre pas, il n'y a que les occupants, hein, basés que sur le CO2. Les débits réglementaires, ils sont non contrôlés, non respectés, donc bon, pourquoi pas. Hein. On a fait en France des débits en fonction de l'âge, alors ça c'est ça c'est français et ça le reste. On a le seul pays où on ventile au moins, plus ils sont petits, mais on ne sait pas qu'ils consomment autant de CO2, ils libèrent autant de vapeur d'eau et de CO2, et qu'ils consomment 2 fois plus d'air que les adultes pour leur croissance, parce qu'ils ont besoin de plus d'oxygène. Ça, c'est oublié. Et que, dans les débits actuels,
sont intégrés les défauts d'étanchéité, puisqu'on disait, on vous donne ces débits, mais on intègre 0,2 volumeur qui va arriver par les défauts d'étanchéité. Ah ben ouais, mais c'est qu'on vous dit qu'il faut que ça soit étanche, mais on vous a pas dit, ah ben on vous rajoute les 0,2 volumeurs. Donc voilà. Bon. Alors, dans le projet Via Qualité dont je viens de vous parler et dont vous avez un petit peu tous les participants, c'est vrai que les résultats étaient assez impressionnants. À la différence de Michael, on n'a pas eu trop d'humidité. Peut-être que c'était aussi la région, peut-être. On était plus en montagne, donc il y a un air quand même un peu plus sec. Bon, on n'a pas eu trop de problématiques, mais alors après, le reste, c'était quand même pas mal. Pour le radon, on en a eu, nous, quand même. Alors, qu'est-ce que ça avance? Ah, alors, ça c'est sur les 20 maisons, les 21 maisons, on a mesuré la qualité de l'air dans 10. Et là, bon, vous l'aurez de toute façon, diaporama. Ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a 2 maisons alors qui sont conformes, ce sont des surventilés. Bon, mais là au niveau énergie, c'est peut-être pas le rêve. Hein. Celles qui sont sous-ventilées, ben, elles sont en principe non conformes, il y a toujours des valeurs. Par contre, il y a une maison que si vous prenez en compte que les débits, on la déclarerait conforme. C'est la 2, la maison 2. La maison 2, elle est conforme au niveau des débits. Mais quand on regarde, alors là, bien sûr, ça c'est illisible, hein, mais bon, quand on regarde la maison 2, vous l'avez là, la maison 2, eh bien, elle est conforme effectivement pour les débits. Mais qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas de détalonnage des portes. Donc, dans la chambre, eh bien, dans le temps de mesure, il y a eu 85 heures qui dépassaient les 1000 ppm, parce que bien sûr, l'air ne pouvait pas rentrer, puisqu'il ne pouvait pas sortir. Donc vous voyez que la conformité ne se limite pas uniquement au débit, mais qu'il faut tenir compte du reste. Et après, bon, pour tout ce qui était double flux, on a fait l'étanchéité des réseaux et l'équilibrage des réseaux. Donc il n'y a pas de ventilation dans la chambre, c'est une ventilation centralisée qui n'arrive pas à passer. Mais c'était une VMC simple flux. Mais pour qu'elle fonctionne, il faut que l'air rentre par les fenêtres, passe. Voilà, il va nous le dire aussi. Il n'y avait pas de couche dans la chambre. Et si vous n'avez pas de détalonnage de porte, eh bien ça passe pas. Voilà, on va terminer là. Et je vous donne, on fait un ordre de mobilisation générale pour... Bon, excusez-moi, j'étais un peu longue. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Suzanne Déoux. Donc Oscar Hernandez, vous avez 2 minutes 45 pour nous présenter la circulation de l'air. Vous êtes donc docteur spécialisé en amélioration de la qualité des environnements intérieurs et en diminution de la demande énergétique. Voilà, Suzanne Déoux intervenait pour le cabinet conseil Medieco et vous avez créé une structure de conseil qui s'appelle Enerflow. Vous êtes en mesure de modéliser les flux d'air, globalement tout ce qui est modélisation physique des bâtiments pour avoir une meilleure qualité de vie. Et on va s'intéresser à cette question de la ventilation qui est effectivement, entre autres, mais qui est effectivement une question très très importante. Allô. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour continuer cet échange autour de la ventilation, la qualité de l'air et les bâtiments performants, en fait, je vais vous parler aujourd'hui de l'importance de la modélisation de la ventilation, dans un but en fait d'améliorer la qualité de l'air intérieur et le confort. Donc tout d'abord, il faut comprendre le lien entre ventilation et qualité de l'air. Donc ici, en fait, dans les graphiques, je vous présente un suivi qui a été fait dans un bâtiment des bureaux où on a suivi la concentration de formaldéhyde et en fait, on peut observer le comportement du formaldéhyde. On observe en fait tout au début de la journée comment les concentrations de formaldéhyde augmentent parce qu'il n'y a pas de ventilation. Au fur et à mesure, quand les équipements sont en marche, quand on démarre la ventilation, c'est quand le bâtiment est occupé, on a observé comment la concentration de formaldéhyde elle diminue. Elle diminue, c'est grâce à la ventilation. Et en fonction, au fur et à mesure de la journée, la concentration elle a tendance à se stabiliser. Et à la fin, quand on met à l'arrêt les systèmes, la concentration de formaldéhyde elle augmente. Et ce qui nous intéresse ici, en fait, c'est la valeur moyenne de la concentration de formaldéhyde sur une période beaucoup plus représentative. Donc entre 7 heures du matin et 20 heures du soir. C'est l'occupation moyenne d'un bâtiment de bureau. Donc ici, en fait, on a pu observer les liens directs entre ventilation et qualité de l'air. Et ensuite, il y a 4 paramètres qui vont influencer la performance
et la qualité de l'air intérieur des bâtiments. Donc, et tout d'abord, on a les infiltrations d'air. Donc, on a parlé beaucoup dans cette matinée de l'importance des infiltrations. On sait déjà, quand on fait des bâtiments, quand on construit des bâtiments plus étanches, on va diminuer le besoin en chauffage. Donc, du point de vue énergétique, on connaît déjà en fait l'importance de faire des bâtiments de plus en plus étanches. Mais si on parle de la pollution venant de l'extérieur, le fait de faire des bâtiments plus étanches, ça va améliorer la qualité de l'air vis-à-vis des polluants extérieurs. Pourquoi ? Parce qu'on maîtrise les débits parasites. Donc il aura moins d'entrée d'air, moins de particules, moins de NOx, moins de SOx, grâce à l'étanchéité du bâtiment. Ici, dans ces graphiques, on peut observer la diminution de la concentration des particules fines grâce au renouvellement d'air dû à l'étanchéité, à la bonne étanchéité. Mais si on parle en fait de la pollution, de la qualité de l'air vis-à-vis des polluants intérieurs, quand on améliore l'étanchéité d'un bâtiment, on va diminuer le taux global des renouvellements d'air du bâtiment. Donc ici, en fait, on a pu observer, grâce à la modélisation, c'est l'augmentation de la concentration de formaldéhyde. Parce qu'on a diminué le taux global de renouvellement d'air et on a augmenté la concentration de formaldéhyde. Donc on est passé d'un cas de référence de 25 à un cas où la concentration elle augmente de 30. Donc on a observé les infiltrations, l'influence de la qualité de l'air vis-à-vis des infiltrations d'air. Maintenant on parle d'étanchéité des réseaux. Donc, de manière générale, quand on conçoit, quand on dimensionne un système de ventilation, notamment dans les tertiaires, on a tendance à majorer les débits de ventilation. Pourquoi on fait ça ? C'est simplement en fait pour limiter, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des fuites dans les réseaux, et justement pour compenser ces possibles fuites, on va majorer les débits de ventilation. Mais quand on fait ça, il y a 3 questions qui se posent. Déjà la première, c'est est-ce que le débit par occupant sont-ils respectés ? Normalement, on pourrait dire oui, ils sont respectés parce qu'on a majoré les débits. Mais si on ne fait pas des mesures, si on ne fait pas un suivi, c'est difficile à vraiment respecter la réglementation. Ensuite, il y a les flux d'air dans les réseaux. Comme du coup, il y a plus de fuites dans les réseaux, il y aura en fait des pertes énergétiques, de l'air chaud ou de l'air frais qui va partir quelque part. Parfois, on a tendance à dire oui, en fait, mais l'air, il va rester dans le bâtiment. Certes, il va rester, mais il va rester où ? Dans une gaine technique, dans un faux plafond. Finalement, l'air neuf, il vient pas en fait où on souhaite qu'il vienne. Et ensuite, en fait, quand on majeure les débits, on va dégrader la performance énergétique du système. Donc, en faisant un calcul très rapide, on peut observer qu'en majorant les débits de ventilation, on va surconsommer. En fait, on a une surconsommation qui va être de l'ordre de 25%. Et en ce moment, on parle beaucoup des économies d'énergie. Là, c'est peut-être un poste où il y a quelque chose à faire. Quand on majore les débits, on va faire entrer une masse d'air plus importante dans le bâtiment. Et en fait, dans cet air extérieur, il y a des polluants, il y a des particules fines, il y a des NOx, des SOx. Donc, quand on augmente les débits, même s'il y a des filtres dans les systèmes, on a observé une augmentation de la concentration des particules fines et une augmentation de la concentration du NO2. Et c'est lié à ce qu'il y a beaucoup plus d'air qui va rentrer dans le bâtiment, d'air de l'extérieur. Maintenant, quand on parle en fait de la pollution vis-à-vis des contaminants intérieurs, on a 3 cas. Donc le premier, quand on majore les débits et on ne va pas maîtriser les fuites dans les réseaux. Donc qu'est-ce qui se passe ? Que finalement, en fait, on va dégrader la qualité, on pourrait dégrader la qualité de l'air du bâtiment. Et en plus, on va surconsommer. Donc en fait, là, on a observé une augmentation de la concentration. En plus, on va surconsommer de l'énergie. Ensuite, on a un 12e cas, c'est qu'on va majorer les débits, mais on va faire beaucoup plus attention aux maîtrises de l'étanchéité du réseau. Et c'est ici, en fait, où on a observé une amélioration de la qualité de l'air. Et en fait, et c'est là où on se pose la question, est-ce que moi, je vais améliorer la qualité de l'air, mais je suis en train de surconsommer de l'énergie ? Est-ce que c'est vraiment juste ? Est-ce qu'il c'est vraiment logique, en fait, de faire ça ? C'est important ou pas ? Et c'est là, en fait, où il faut faire beaucoup plus attention. Ensuite,
le troisième cas, c'est quand on respecte bien les débits de ventilation et on fait une bonne maîtrise de la tanchéité du réseau. Donc on parle en fait d'un réseau type classe C. Et en fait, là, on observe une amélioration de la qualité de l'air tout en consommant l'énergie qu'il faut. Donc l'énergie précise en fait. Donc et là, on a observé l'amélioration de la qualité de l'air sans augmenter la consommation d'énergie du bâtiment. Donc et ça, c'était pour la partie étanchéité des réseaux et dimensionnement du réseau de ventilation. Maintenant, si on parle en fait de l'optimisation de la distribution de l'air. Donc quand on parle de l'air, en fait, l'air est invisible. Donc il est beaucoup plus difficile à observer son comportement, à prédire son comportement. Et c'est là, en fait, on parle en fait des modélisations de l'air, justement pour observer beaucoup plus en détail le comportement de l'air. Donc ici, en fait, je vais vous présenter rapidement 13 exemples. Quand on fait la modélisation de la distribution de l'air, donc un premier cas où on a observé que le fait en fait d'avoir un mauvais positionnement des systèmes de soufflage, peut-être qu'ils sont très collés à une paroi ou qui sont en fait entre eux-mêmes, ils sont redondants. Là en fait on va créer des courants d'air qui finalement en fait ça va créer une gêne ou un inconfort aux occupants. Ensuite, quand on modélise, on peut observer les différences en fait des mauvais balayages dans le bâtiment. Ici, on a observé tout à l'heure la concentration de CO2. Ici, il était des 1400 et là-haut, c'était 1700. Justement parce qu'il y a un transfert d'énergie, il y a une masse d'air chaud qui va remonter, ou peut-être parce qu'il y a un mauvais balayage qui est fait au fond de la salle. Et ce sont des choses en fait qui, grâce à la modélisation, on va observer et on va optimiser le fonctionnement de la ventilation. Un troisième cas, c'est quand on prend en compte les phénomènes de dépression et surpression des façades. Ça, c'est notamment dans des bâtiments qui sont des bâtiments à grande hauteur ou des maisons individuelles. Simplement qu'on a des entrées d'air qui sont positionnées un peu partout, dans toutes les façades. Et en fait, le vent, il va jouer sur la dépression générée sur chaque façade. Et en fait, on peut voir dans le premier exemple à gauche, et une ventilation qui finalement est déséquilibrée. Donc on ne fait pas rentrer l'air peut-être lié ou d'étalonnage des portes, qui n'est pas fait, ou simplement parce que le système il a beaucoup plus de mal à faire rentrer l'air par cet endroit. Et en fait, en modélisant ces phénomènes, on peut optimiser le réseau des ventilations et finalement avoir un réseau ou un système qui va être beaucoup plus équilibré. Donc pourquoi on modélise la ventilation ? D'une part, parce qu'on souhaite optimiser la distribution de l'air, on souhaite améliorer le confort des occupants, améliorer la qualité de l'air grâce à un bon balayage, une bonne distribution de l'air dans le bâtiment, et ensuite parce qu'il y a aussi le côté performance énergétique. Si on optimise la distribution, les positionnements des bouches de soufflage, les positions des bouches d'extraction, on va optimiser de manière générale la performance du bâtiment. Pour terminer, il y a l'utilisation des matériaux à faible émission, qui sont moins polluants. Donc là, on parle des étiquettes. Mais une chose très importante, comme beaucoup l'ont dit, c'est surtout en fait de respecter les préconisations des fabricants, d'utiliser les bonnes colles, respecter le temps de séchage, plus que l'utilisation des matériaux à faible émission. Et ici, en fait, on a fait une modélisation avec notre cas de référence. On a modélisé le fait d'utiliser des matériaux à faible émission et on a observé une amélioration de la qualité de l'air. Finalement, quand c'est des matériaux qui vont émettre beaucoup moins de polluants, on va diminuer la concentration dans ces cas-là du formaldéhyde. Donc on peut améliorer la qualité de l'air grâce à l'utilisation des matériaux à faible émission. Et surtout, quand on respecte bien les préconisations des fabricants. Donc et la conclusion pour terminer, c'est est-ce qu'on peut faire des bâtiments performants à la fois et avec une bonne qualité de l'air intérieur ? Oui, mais comment ? D'une part, il faut assurer l'étanchéité des bâtiments. On a observé qu'on peut améliorer la qualité de l'air vis-à-vis des polluants extérieurs. On peut améliorer la performance des bâtiments
peut-être qu'on va dégrader la qualité de l'air intérieur, mais c'est là, en fait, on commence à parler du dimensionnement des réseaux, de faire beaucoup plus précis quand on dimensionne, de respecter les débits, de faire des tests d'étanchéité des réseaux, qui maintenant sont presque obligatoires, de définir une stratégie de ventilation. J'espère bien. De définir une stratégie de ventilation qui va permettre d'améliorer la qualité de l'air, de démarrer les équipements un peu plus tôt, une demi-heure plus tôt, une heure plus tôt. Ensuite, on a les niveaux d'étanchéité. Donc, c'est de contrôler les niveaux d'étanchéité parce que c'est important, en fait, pas seulement pour la qualité de l'air, mais aussi pour la performance énergétique, pour ne pas majorer les débits de ventilation. Et ensuite, d'utiliser des matériaux à faible émission et surtout de respecter leur mise en œuvre, ce qui est chose de plus important finalement. Donc, et pour terminer, je vous avais présenté tout au début le comportement du formaldéhyde dans un bâtiment de bureau 5 atypique. Et là, on a observé en fait une valeur moyenne de 25. On peut considérer que la qualité de l'air du bâtiment elle est assez bonne, parce que même si la concentration de formaldéhyde elle est autour de 25, pour l'instant, par rapport à ce qu'on a actuellement comme obligation, c'est une qualité de l'air qui peut être considérée comme bonne vis-à-vis du formaldéhyde. Ensuite, ce qu'on a fait, on a mis en place des solutions comme l'étanchéité des l'air, l'étanchéité des réseaux, les débits de ventilation, l'utilisation des matériaux à faible émission. Et qu'est-ce qu'on a observé? Que finalement, en fait, on pourrait espérer avoir une concentration qui va être inférieure, voire égale à 10 microgrammes par mètre cube. Et ce qui est intéressant, en fait. Après, il y a un cahier des charges à définir, il y a un travail avec les équipes qui vont faire des travaux avec différents intervenants. Mais en fait, la conclusion, c'est qu'on peut en fait construire ou rénover des bâtiments performants à la fois à point de vue énergétique, mais aussi vis-à-vis du confort et de la qualité de l'air. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Oscar Hernandez. Alors, il faut souligner que ce document, on va le retrouver diffusé par Bourgogne Bâtiment Durable dans le cadre à l'après-journée technique. Et il faut souligner aussi que vous avez terminé votre doctorat en 2014, donc vous êtes docteur depuis l'an dernier sur ces questions, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de questions à poser autour de cette question de la qualité de l'air intérieur. Il faut des compétences et je tenais à souligner vos compétences sur cet aspect modélisation. Merci. Voilà, on a vu que le fond de la salle réfléchissait. Vous savez que le cerveau consomme beaucoup d'énergie. Le fond de la salle réfléchit beaucoup plus que les premiers rangs. Y a-t-il des questions au fond de la salle ou devant pour nos invités? Monsieur, bonjour, merci de bien vouloir vous présenter. Marcel Chifflot, président de la Chambre de métiers de Saône-et-Loire. On voit arriver de plus en plus maintenant des revêtements intérieurs qui, soi-disant, récupéreraient les molécules polluantes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Suzanne Déoum, appuyez sur votre micro qu'on vous entende. C'est bon là, oui. Bon, alors c'est vrai que je pense que d'abord, il ne faut pas polluer. Parce que la problématique, c'est qu'on a l'impression que c'est la recette pour se dédouaner de faire des efforts. Donc, c'est facile, on va vous vendre le truc pour dépolluer, l'appareil, alors maintenant il y a les carrelages qui dépolluent l'air, il y a les peintures, tout dépollue l'air, les plafonds, bon. Alors, qu'en penser réellement? Alors, c'est vrai que des tests sont faits en chambre d'essai, qui sont pas inintéressants, et où on voit une décroissance de certains composés. Je pense que vous avez dû en faire peut-être au CSTB, non? Non? Oui. Ouais. Bon. Tu continueras après. Bon. Donc, on voit des tests qui sont quand même intéressants, qui sont sur une durée courte, puisque c'est 6 jours, on injecte du formaldéhyde, on regarde comment le produit va diminuer les concentrations de la chambre, et ensuite on arrête et on regarde si le produit n'en relargue pas, parce que ça c'est aussi important. Bon, alors, souvent on communique là-dessus. Mais après, en situation réelle, moi, pour l'instant, en situation réelle, quand on en a mis en œuvre et qu'on a fait des mesures de qualité d'air, pour l'instant, je ne peux pas vous dire que j'ai eu des résultats positifs. Parce que, pourtant, j'en avais mis au plafond, au mur, machin, j'avais proposé dans une école, mais dans cette crèche, j'aurais voulu, alors, c'est que là, l'éthique fait, j'aurais voulu qu'il y ait des dortoirs qui soient faits avec des produits dépolluants, puisqu'on avait fait les mêmes, et d'autres, pas avec ces produits-là, mais éthiquement, on m'a dit on ne peut pas, si le produit marche et qu'on ne l'a pas mis dans toutes les pièces, ça ne va pas. Et tout le monde, bien sûr, avait bien peur des résultats. Voilà. Mais le problème, c'est que moi, in situ, je n'ai pas de résultats positifs. Voilà.
Michael Derbez pour le CSTB. Oui, pour compléter ce que disait Madame Déhou, j'ai des collègues qui travaillent justement sur les systèmes donc d'épuration d'air, alors aussi bien les matériaux qu'on utilise ou les systèmes de filtration d'air. Alors ils sont sollicités par des industriels pour évaluer l'efficacité de ce système-là. Mais il faut voir, ils ont une démarche complémentaire, c'est d'évaluer l'innocuité sanitaire de ces systèmes pour voir, comme disait Suzanne, effectivement, on a peut-être un abattement de la pollution, mais est-ce qu'on aura un relargage de cette pollution? Est-ce qu'on aura la fabrication de produits secondaires qui vont avoir un impact sur la santé? Et l'idée actuellement, c'est aussi de pouvoir développer un protocole d'évaluation de ces systèmes, donc de faire le parallèle de ce qu'on a fait sur l'évaluation des émissions des matériaux avec un étiquetage. L'idée, ça serait aussi pouvoir faire évoluer la démarche pour ce type de système ou de matériaux. Dont on imagine d'ailleurs que le stockage n'est pas non plus infini. En plus, ce ne sont pas des organismes vivants, c'est un plafond. Donc a priori, ça ne va pas être infini le stockage. Voilà, c'est ça. Donc il y a un problème de relargage derrière, de nettoyage, enfin... Tous les produits n'utilisent pas le même process. Il y a des produits qui sont à base de nanoparticules, de dioxyde de titane. Il y en a d'autres qui sont sans nanoparticules. Donc c'est pas le même effet. Il y a des effets d'absorption, des effets soi-disant pseudo-catalyse. Enfin bon, c'est pas les mêmes produits non plus. Alors là aussi, dans les effets possibles ultérieurs, quid de mettre des nanoparticules partout? Pour cet effet-là, moi je suis très réservée. Voilà. Merci en tout cas beaucoup pour votre question. Monsieur, vous avez demandé la parole également. Il y a peut-être... Bonjour, Étienne Martinez, architecte des PLG. Juste une question par rapport au partenariat. À aucun endroit sur les différents prestataires qui sont là, j'ai vu apparaître l'ordre des architectes, national, régional, départemental. Vous avez des relations avec les concepteurs, les prescripteurs, les chefs d'orchestre des projets, ceux qui vérifient la mise en œuvre conforme, ceux qui ont la culpabilité et la responsabilité après de tout ce qui s'est construit ou pas? Vous parlez de culpabilité, là, il y a un truc là, à mon avis, à travailler. Qui souhaite répondre? Benjamin Choulet pour l'Adréal, allez, c'est vous. Alors, non, c'est pas un choix des architectes de ne pas y participer. On travaille avec eux globalement sur toutes les thématiques qui touchent à la qualité de la construction. Pas forcément sur la qualité de l'air intérieur, pas forcément sur les débits de ventilation. Par contre, on les invite à nous joindre des techniques, on les invite à réfléchir avec nous, et effectivement, on a très peu de sollicitations de leur part. Alors, oui, on a effectivement des contacts de l'ordre régional des architectes, mais je suis preneur de tout contact pour travailler avec eux, effectivement. C'est une piste d'amélioration que voilà, tout à fait. Merci pour cette remarque et question. Madame, bonjour. Bonjour, Patricia Lesage, Bureau d'études thermiques. Je remercie déjà les participants de nous offrir beaucoup d'informations et surtout une richesse de documentation qui a priori sont disponibles sur tous les sites. Ceci dit, je suis relativement inquiète parce que quand on se retrouve face à des particuliers qui, eux, ne sont pas des sachants, ils ont aussi l'accès à une multitude d'informations et d'informations qui ne sont pas forcément vérifiées. On a quand même des professionnels. On le voit quand il n'y a pas d'information. Généralement, l'information commerciale est la première voilà, on a une information commerciale qui est largement diffusée. J'entends par exemple certains professionnels qui nous indiquent qu'on a des solutions de récupération de l'air chaud sous des panneaux photovoltaïques et qu'on met le bâti en surpression, laissant effectivement passer l'air via les fuites diverses. J'ai vu ça quand même dans des documents commerciaux, mais qui ont été relatés après par d'autres documentations un petit peu plus techniques. Donc j'aimerais savoir surtout aujourd'hui quels sont les moyens de contrôle vis-à-vis de toutes ces solutions qui sont à disposition de l'ensemble des particuliers, avec X systèmes aujourd'hui qui sont vendus et absolument pas vérifiés. C'est très effervescent ce milieu parce qu'effectivement les particuliers, tout en étant très peu informés, sont sensibles à ces questions, à la fois énergétiques et de pollution de leur air, l'air qu'ils respirent. Donc effectivement, qui s'occupe de ça? Et c'est dans les cas graves, j'imagine qu'il y a la répression des fraudes qui, comme toujours, peut intervenir. Mais là, c'est vraiment des cas tout à fait exceptionnels. Je suis pas sûr qu'on en voit tous les jours. Qui supervise et auprès de qui peuvent les particuliers peuvent-ils se renseigner? Suzanne Déhou, ça va être pour vous ça.
Moi, je suis pas du tout. C'est pas moi qui vais contrôler tout le monde. Je peux être lanceur d'alerte, mais je suis pas. J'ai pas d'action. Mais non, mais il y a personne, je crois, qui peut répondre. Là, il y en a pas de représentant. On parlera d'étiquetage tout à l'heure sur. Mais l'étiquetage n'est même pas contrôlé. De toute façon, on fonctionne sur l'autodéclaration, donc sur le déclaratif. Donc, il faut aussi. Bon, alors, il faut pas être suspicieux tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a des fois des argumentaires qui devraient pas. Alors là, qui contrôle ces argumentaires? Voilà. Mais il y a un vide juridique. Il y a pas, vous avez fait remarquer qu'il manque des architectes, mais il manque un juriste. Y a-t-il un juriste à la salle? Il n'y a peut-être pas que la question des juristes, d'ailleurs, simplement de qui contrôle. Ben oui, il y a un problème d'organisation de la société par rapport à ces allégations qui ne sont... Benjamin Choulet pour l'Adréal. Pas forcément, mais effectivement à noter qu'au niveau national, il existe une agence qui s'appelle l'agence qualité et construction qui émet des avis sur un peu tous les nouveaux produits qui sortent sur le marché. Et certains avis sont dits en liste verte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de problème par rapport à ce qu'ils annoncent et par rapport aux performances qu'ils affichent. D'autres produits sont quant à eux en liste d'attente, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Mais en liste, voilà, et c'est sur ces produits-là que l'agence qualité construction communique également pour dire, attention, c'est pas la commercialisation n'est pas interdite, la mise en œuvre n'est pas interdite non plus, mais on alerte sur le fait que c'est pas forcément, les déclarations sont pas forcément contrôlées, etc. Et puis, je dirais aussi pour compléter par rapport à ça que au niveau des entreprises, les fédérations professionnelles telles le FFB, CAPEB ou il en existe peut-être d'autres, les architectes également, sont là également, alors pas pour contrôler, mais pour donner de l'information à leurs adhérents. Qui est capable de donner un avis technique. Voilà, pour donner de l'information à leurs adhérents. Et après, pas forcément à eux de contrôler leurs entreprises, mais de vérifier quand même un petit peu ce qu'ils font. Pour pas qu'il y ait de malentendus sur ces produits. Sachant que ça va concerner les professionnels et pas les particuliers pour la CAPEB. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, bonjour, Cyril Chaplot, je suis conseiller à l'espace Info-Énergie de Côte d'Or. Et pour répondre en partie à la question de Madame Lesage, après au niveau des espaces Info-Énergie, on ne fera pas de contrôle, choses comme ça. Par contre, on peut informer, vous connaissez les espaces Info-Énergie, on peut informer les particuliers sur ces systèmes-là. Alors nous aussi, parfois, on a aussi le problème, c'est que pour suivre un peu toutes les, on va dire, la fertile imagination de certains commerciaux pour vendre des systèmes qui sont pas forcément très efficaces, très efficients, c'est pas toujours évident. Donc nous, on va pas faire de préconisations vraiment précises sur ce qu'il faut faire ou pas faire, mais on va alerter sur les risques. Par exemple, l'exemple qui a été pris, une ventilation qui passe dans des endroits qui ne sont pas forcément prévus pour ça, il y a des risques d'augmenter la pollution de l'air. Et puis, compter sur l'inétanchéité à l'air d'un bâtiment pour évacuer les polluants, c'est aussi des choses où les espaces Info-Énergie informent les particuliers à ce sujet-là. Merci beaucoup pour ces précisions. Y avait-il d'autres demandes de parole? Oui. Alors, c'est au fond de la salle tout d'abord. Bonjour. Jean-Yves Marsoin, Alterbâtir, coopérative du bâtiment à Paris. L'arrêté de mars 82, donc il y a un dépoussiérage, une mise à jour, pour quand? J'aimerais, tout autant que vous, avoir la réponse. Mais malheureusement, je ne l'ai pas. Alors, question courte, réponse courte. Dernière remarque. Bonjour, Perrine Moulinier, Bourgogne Bâtiment Durable. Alors, moi, je suis souvent la psychosociologue de service, mais aujourd'hui, j'aimerais bien jouer le rôle de monsieur et madame Michu, puisque on est tous là en tant que professionnels, mais on est tous aussi des occupants, des habitants. Et j'aimerais souligner quelque chose parce que j'entends toujours parler de changement de comportement, des bons gestes, etc. Et je remercie Suzanne Déoux pour son intervention qui souligne bien le côté décalé et de la nécessité de réfléchir en amont de comment on conçoit les bâtiments. Et puisque nous sommes, nous, Bourgogne Bâtiment Durable, centre de ressources sur la qualité environnementale des bâtiments, et qu'on est tous ici pour réfléchir à la qualité, j'aimerais souligner quelque chose et puis peut-être avoir des éléments de réponse.
Et puisqu'on entend toujours parler de comportements déjà suggérés, de parler d'habitudes et de pratiques, et d'arrêter avec ces histoires de comportements où on culpabilise pour le coup le dernier maillon de la chaîne ou la dernière roue du carrosse. Et moi, ce qui m'intéresse dans le cadre d'un centre de ressources et d'une telle journée, c'est comment est-ce qu'on va repartir chez nous, en tant que professionnel, mais aussi en tant qu'habitant, et s'empoigner ces questions-là. Comment est-ce qu'on y répond ? Et puisqu'on parle notamment de sensibilisation et que c'est aussi notre rôle et le rôle de pas mal de structures qui sont présentes ici, outre l'observation, comment est-ce qu'on peut en même temps sensibiliser sur ce qu'on appelle en sensibilisation et en médiation scientifique des questions scientifiques socialement vives, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut donner les bons gestes quand on ne sait pas en amont comment ça se passe. Donc c'est vraiment la question centre de ressources, comment nous, on peut informer. Comment un espace info-énergie peut informer aussi maintenant sur la QAI. Enfin, on a l'impression, j'aime bien ce nuage de mots, parce que finalement, ça donne un peu toute la mesure de la complexité de la chose. Et ça m'invite à questionner comment aujourd'hui un professionnel, par exemple un architecte, peut travailler sur ces questions complexes. Comment est-ce qu'on peut changer les pratiques des acteurs professionnels pour travailler, au moins essayer d'améliorer cette qualité des bâtiments. Voilà. Donc moi je pose des questions, comment est-ce qu'on peut travailler de manière systémique quand on réfléchit les choses dans des cases, quand on réfléchit d'un côté l'énergie, de l'autre la QAI. Là aussi l'intervention de Madame Déou montre bien le côté systémique. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? C'est une question que je pose à la salle parce que moi j'aimerais bien repartir avec des idées, j'en ai quelques-unes si vous voulez les partager ensuite. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut donner des points de repère, en même temps donner des recommandations, mais avant, sur la chaîne d'acteurs qui produit les bâtiments. Alors ça va être justement le sujet de cet après-midi. Donc vu que la question est importante et qu'elle est large, je vous propose d'y réfléchir pendant la pause de midi, parce que sinon ça va remplacer la pause de midi. Mais c'est le sujet de cet après-midi, cette chaîne justement entre professionnels. Donc on va réfléchir à ces remarques qui sont parfaitement fondées pour y revenir cet après-midi si vous le voulez bien. Alors Suzanne Déoux, d'ailleurs vous allez rester avec nous. Il y a une dernière demande de prise de parole, vraiment très vite. Suzanne Déoux, juste pour vous donner la suite de votre programme à titre personnel, vous allez rester avec nous. Vous êtes notre grand témoin cet après-midi. Donc même si vous n'êtes pas sur scène, vous réinterviendrez pour pouvoir donner votre avis sur les questions qui seront débattues, monsieur. Oui, Pierre Terrier, président de BPD. Je voudrais savoir une toute petite question. A-t-on estimé la relation qui existe entre performance énergétique et variation de la performance énergétique et qualité du renouvellement de l'air intérieur du bâti? Parce que ce qu'on a compris à un moment donné, c'est qu'en fait, il y avait un équilibre entre les deux à trouver. Voilà, ça, à l'absolu, l'un est convient. négatif sur l'autre. Alors la question est très utilitaire. En fait, c'est si je veux une très bonne qualité intérieure du bâti, quel est l'effet sur ma dépense énergétique? D'accord. Oui, en fait, parce que moi j'avais parlé en fait de l'importance du mentionnement du système, soit mécanique ou soit naturel, et en fait là il y a beaucoup à faire. Mais en fait faire je sais pas si c'est un indice, un ratio en fait, comment en fait ça va impacter, c'est difficile en fait parce que en fait on cherche à chaque fois de généraliser les choses, à dire que le bâtiment en face il est BBC, celui en face il doit être aussi BBC. Mais en fait c'est en fonction de chaque bâtiment. Après, il faut l'étudier en détail, parce qu'il y a des systèmes qui sont différents, simple flux, le flux naturel contrôlé, etc. Mais c'est en fonction de chaque bâtiment. On a observé en fait de bâtiments qui étaient bâtiments anciens, qui avaient une bonne qualité de l'air. Donc il faut comprendre pourquoi la qualité de l'air elle était bonne en fait. Donc c'est difficile en fait à donner une réponse assez précise. Il faut étudier cas par cas en fait. Merci beaucoup en tout cas pour cette réponse.